Mais comment on peut laisser les femmes dans ce no man's land en ne parlant pas de santé mentale ? C'est pas possible de ne pas évoquer ce sujet alors que sur la dépression postnatale chez les femmes, on est quand même sur, on va dire 10, 15, 15, 20. Les chiffres sont pas toujours, mais plutôt 15, 20% et les hommes 8, 10%. Comment on peut ne pas parler de santé mentale ? Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! J'ai l'intime conviction qu'une société qui va bien est une société qui prend particulièrement bien soin des mères. Je sais que la France a encore un long chemin devant elle avant d'arrêter d'être maltraitante envers les mères. En attendant, nous avons la chance d'avoir des femmes qui se battent pour mettre en lumière les enjeux de santé mentale maternelle. C'est ce que fait Élise Marsande, la directrice de l'association Maman Blues, qui est une bouée de sauvetage pour les mères en détresse. Avant de venir en aide aux autres, Élise a elle-même traversé l'enfer d'un accouchement émotionnellement violent il y a maintenant 15 ans. Sa maternité ne s'est pas faite dans la joie, ni dans la douceur, mais à travers une dépression anténatale et une dépression postpartum sévère qui l'ont menée jusqu'à l'hospitalisation. Dans cet épisode, Élise nous raconte sans détour son entrée fracassante dans la maternité, le lien d'attachement brisé avec sa fille à la naissance et comment elle a peu à peu reconstruit sa vie. Ensemble, nous avons parlé de santé mentale périnatale, de solitude, de tabous encore trop présents, mais aussi de résilience et d'engagement. Aujourd'hui, à travers Maman Blues, Élise met toute son énergie pour que d'autres mères ne se sentent plus jamais seules face à leur souffrance. Un épisode fort, authentique et surtout porteur d'espoir. Je vous souhaite une très bonne écoute et si vous avez besoin, n'hésitez pas à contacter Maman Blues pour vous aider. Ne restez pas seul dans votre mal-être. Si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage, surtout également, n'hésitez pas à les contacter. Allez, place à l'épisode. Salut Élise, bienvenue dans la matrescence. Salut Clémentine, merci. Merci à toi d'avoir fait le déplacement depuis Lyon jusqu'à chez nous, enfin pas du tout chez nous, mais jusqu'à Paris, dans le studio qu'on utilise. C'est vrai que ça faisait très longtemps, je t'avoue que je voulais te contacter et le fait qu'on se soit rencontrés dans une commission via des députés, je me suis dit là, il faut absolument que je te demande parce que le travail que vous faites avec Maman Blues, il est essentiel. Mais je pense encore trop méconnu pour trop de gens et c'est bien dommage parce qu'on a besoin absolument d'associations comme la vôtre. Déjà, est-ce que tu peux me dire, parce que tu es maman aussi, comment ça s'est passé ton entrée dans la maternité ? Assez fracassant. Donc j'ai 2 enfants, une ado qui a 15 ans, bientôt 16, et mon fils qui a 11 ans. Et donc pour ma première, j'ai fait une grosse dépression anté- et postnatale. Donc pendant la grossesse et en postpartum, immédiat et à plus long terme. En fait, moi, j'étais en couple depuis... ça fait un petit moment qu'on était en couple, ça devait faire 8 ans. On avait profité, on avait programmé cette arrivée. C'était pas quelque chose de... C'est pas arrivé comme ça, cette grossesse, on voulait cet enfant. On a mis à peu près 2 ans à ce que je tombe enceinte. J'ai d'ailleurs découvert ma grossesse dans le cabinet d'une gynécologue dans un parcours de PMA, pour un début de parcours de PMA. Bon voilà, donc je suis enceinte. Ouhou, soulagement, mais je sens qu'il y a des choses qui sont pas très sympas pour moi. Je l'annonce pas tout de suite. Je vais l'annoncer qu'à ma mère et à ma sœur. Mais elles sont super ravies. Moi, je le suis pas forcément. Je sens que voilà, j'ai réussi à tomber enceinte. Et les termes sont importants parce qu'en fait, il y a vraiment quelque chose de pas être en échec, de contrôler quelque chose. Il y a vraiment la question de la maîtrise. Donc cette grossesse débute et quelques temps après, j'ai des pertes de sang et je fais un décollement placentaire assez important. Donc je suis alitée.
Je suis alitée à peu près 2 mois de grossesse. Et je serai alitée, en fait, tout du long. Parce qu'il y a des menaces de fausse couche, de grossesse arrêtée, mais ensuite des menaces d'accouchement prématuré qui vont peser tout le long. Mais qui sont sûrement, très certainement liées à mon état psychique qui se dégrade assez rapidement. J'ai d'abord beaucoup d'anxiété. Je suis une anxieuse de base. Pas se cacher. C'est présent dans mon quotidien en général, mais ça ne m'empêche pas de fonctionner. Sauf que là, peu à peu, ça va prendre beaucoup de place et ça va m'empêcher de fonctionner. Donc, quand je dis anxiété, ça va être de l'anxiété au niveau de tout ce qui est maladie et mort. Je vais développer une hypocondrie très importante. Je suis quelqu'un qui est presque jamais malade dans le quotidien en général. Et là, toutes les maladies me font peur. J'ai peur de la toxoplasmose. En plus, je suis pas immunisée, mais en plus, ça me fait très peur. Il faut que je fasse attention donc à ce que je mange. J'ai un chat que je vais complètement essayer de mettre à l'écart, alors qu'elle sent complètement que je vais mal et donc elle me colle. Je touche plus à rien. Enfin, tout est angoissant pour moi. Et tout du long de cette grossesse, je pense que je vais mourir. Je pense que je vais être malade et que je vais mourir. Il y a la grippe H1N1 à l'époque qui sévit. Donc, je refuse qu'on m'approche. Mes proches n'ont quasiment plus le droit de me toucher ni de m'embrasser. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'hypocondrie qui est très, très fort. Et puis, j'ai aussi développé des tocs d'hygiène que je n'ai pas par ailleurs. J'en ai jamais connu. Et donc là, je vais me laver les mains. Beaucoup. Et surtout lors des hospitalisations, parce que je vais être hospitalisée à 5 reprises sur cette grossesse. Sur des saignements, des petites inquiétudes de ci, de là, jusqu'à une grosse hospitalisation de 5 semaines à 7 mois à peu près de grossesse. Je fais une crise d'angoisse majeure. Ce que moi, je ne n'identifie pas comme une crise d'angoisse majeure, je ne connais pas. J'ai jamais fait de crise d'angoisse. Donc, j'ai le cœur qui s'emballe. J'ai l'impression que je suis en train de faire une crise cardiaque. J'appelle ma maman parce que je suis seule à la maison à ce moment-là. Elle arrive en branle-bas de combat. Elle m'emmène à la maternité. On fait les vérifications. Tout va bien. Le bébé va bien. Ma fille va bien. Par contre, mon col continue de se raccourcir. Donc, ils sont un peu inquiets. Et donc, ils vont me garder 5 semaines. 5 semaines qui vont augmenter le côté hypocondriaque, hein. Je continue de me laver les mains énormément, à peu près 10 à 15 fois par jour. Je passe derrière les femmes de ménage alors que j'ai pas le droit de me lever. Je fais très attention à ce que je mange. Je dors quasiment déjà plus beaucoup à l'époque. Je vais avoir une insomnie assez conséquente. Et donc, l'hôpital, il a ce côté un peu sécurisant, où je sais que s'il m'arrive quoi que ce soit, il y a du monde autour de moi qui est compétent. Et en même temps, il augmente ce côté, et ça majore vraiment l'anxiété et le côté hypocondrie et toc d'hygiène. Là, on est vraiment sur de l'anxiété, mais avec ça, tout doucement, s'insinue de la tristesse, la dépression, qui prend de la place. Donc, je pleure beaucoup plus. Je suis beaucoup plus triste que d'habitude. J'ai une perte de plaisir vraiment importante. Je pense qu'on me reconnaît pas forcément. Enfin, en tout cas, je suis pas celle que les gens me perçoivent plus comme je suis d'habitude. Lors de la fin de cette hospitalisation, je rentre à domicile et je dois être à 35 semaines d'aménorrhée. Il faut encore que je tienne 2 semaines. Et donc, le retour à domicile se fait sans qu'on me propose quoi que ce soit. Sans que l'hôpital me dise il faut que vous pensiez à quelqu'un qui vous fasse le ménage ou quelqu'un qui vienne pour les repas, tout ça. Et donc c'est mon ex-belle-mère qui va venir m'aider et surtout qui va se rendre compte que je vais très mal. C'est elle qui... Il y a déjà eu des petits signaux d'alerte pendant la grossesse. Ma sœur, je sais pas quand, j'arrive pas à me rappeler pendant la grossesse quand, qui m'a dit Ellie, ce serait peut-être bien que tu vois un psychologue. Sauf que pour moi, c'était inhérent à la grossesse, donc il n'y avait pas besoin d'un suivi psychologique. J'avais jamais fait de dépression auparavant. Je ne savais pas encore, mais j'avais quand même des antécédents familiaux qui étaient des facteurs de risque. Puisque ma grand-mère paternelle avait fait une dépression pour un de ses enfants avec hospitalisation. J'ai des personnes de mon entourage, du côté de mon père surtout, qui ont des troubles psychiques, voilà, mais que j'ai su qu'après, en fait. Que j'ai découvert bien après. Et donc, ma sœur m'en parle, mais pour moi, c'est un non-sujet. Une ostéopathe m'en parle aussi. Enfin,
On parle pas. Elle me demande comment je vais, en fait. Mais réellement, on n'est pas sur comment allez-vous qui attend un oui. Il y a quelque chose derrière qui me dit qu'elle a senti quelque chose. Mais je me sens pas... À ce moment-là, je sais pas, j'arrive pas à dire quoi que ce soit et je la vois qu'une fois. Donc, je rentre à domicile et mon ex-belle-mère me dit « Bon, Élise, je sais plus comment elle me le dit d'ailleurs, parce que j'ai perdu une bonne partie de mes souvenirs. Il a fallu plus d'1 an pour que je récupère une partie. Le reste, j'en ai soit des vagues souvenirs, soit aucun. Et donc, elle doit me dire à ce moment-là qu'elle sent que je vais pas bien. Et elle me propose d'appeler, à l'époque, c'était donc le CMP, le centre médico-psychologique de mon lieu de vie. Ils viennent une semaine plus tard. Elles, c'est des femmes. Je vais voir quasiment que des femmes, à part le gynécologue qui me suit. Et donc, elles viennent. C'est une pédopsychiatre et une infirmière psy qui viennent à domicile, puisque j'ai pas le droit de bouger. Je me souviens pas ce qu'on s'est dit. L'entretien a duré un certain temps. On a échangé et elles m'ont proposé de revenir la semaine d'après. Dans le même temps, il y a la sage-femme qui me suit à domicile pour voir si ma fille va bien, si ça bouge pas trop, qui vient aussi, mais qui est pas du tout enveloppante. Alors là, on est sur quelqu'un qui est plutôt du genre à ruer dans les brancards et à être pas forcément très agréable avec moi. Donc elle, je vais pas du tout me confier. Et donc, la semaine d'après, on est à la 37e semaine d'aménorrhée. La sage-femme passe, elle me dit que je peux m'activer. Je commence à me déplacer chez moi le jour même de la 37e semaine d'aménorrhée et l'accouchement se met en route. Donc voilà, on était vraiment sur le fil sur cette grossesse. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a quand même eu des piqûres de Célestane pour la maturation des poumons de ma fille. Donc c'est un petit poids. Malgré ce qui était attendu, dans le sens où j'ai souffert d'un diabète gestationnel. Je n'ai pas mentionné, ça m'a bien pris la tête, ça aussi. Je prends 4 kilos pour cette grossesse. Ouf. Donc, je perds, en fait, quasiment tous mes muscles. Je suis quelqu'un de très sportif à l'époque. Donc, je ne peux plus me mouvoir. Et puis, il n'y a que le poids du bébé, en définitive. Donc, quand j'accouche, j'ai quasiment mon poids initial. Mais ce diabète, il va prendre beaucoup de place parce que j'ai pas un diabète inquiétant, je me fie pas avec de l'insuline, mais je dois quand même mesurer mes taux. On est à 6 à 8 fois par jour, ce qui augmente la question du contrôle, de la nourriture, la majoration de mon stress, etc. Donc cette petite fille, elle arrive et en fait, elle est à moins de 3 kilos. C'est un petit bébé. Mais ce qui est logique, on est à 37 semaines d'aménorrhée. Donc le travail se met en route. Et contrairement à toute la grossesse qui a été un moment extrêmement douloureux psychiquement et physiquement pour moi, j'ai pas peur d'accoucher. Okay. Je suis confiante. La sage-femme nous a expliqué comment souffler. Bon, dans les faits, ça va pas se passer tout à fait comme ça. Je vais avoir une péridurale surdosée, donc aucun ressenti physique. Donc, j'ai pas accouché de cet enfant, on m'a accouché tout simplement. Donc tout ce qui est de l'ordre du j'ai mis au monde cet enfant, il y est pas. Donc je fais pas j'ai du mal à faire du lien avec elle déjà quand elle est dans mon ventre, mais alors là j'en fais pas beaucoup. Je lui parle quasiment pas pendant que je la porte. Je parle sur la fin de ma grossesse en lui disant que c'est trop tôt, qu'il faut qu'elle attende, tout ça. Mais voilà, je sais même pas si je l'appelle par son prénom pendant la grossesse. Je suis pas certaine. Donc, j'accouche de cet enfant. L'accouchement se passe sur le papier, il se passe bien. J'accouche par voie basse. Ça dure. Alors, je travaille tout du long à la maison, quand même une bonne partie de la nuit, et ensuite on va seulement à la fin il reste encore du temps, mais j'ai pas été tout de suite à la maternité. Donc, j'ai eu le temps d'écouter de la musique, d'être dans mon cocon, d'accueillir les contractions. Et elle arrive donc sur les coups de 13h, un 4 novembre 2009. C'est une petite fille qui est vraiment minuscule, ce qui m'effraie quand même pas mal. C'est un petit gabarit. Et c'est surtout qu'il ne va pas du tout y avoir de peau à peau. Elle est tout de suite emmenée avec son papa pour les soins. Donc dans la chambre, il n'y a pas... Enfin, cette chambre-là, elle n'est pas du tout faite pour les nouveau-nés à côté, avec la possibilité de juste les envelopper sans qu'il y ait quoi que ce soit d'autre. Ce qui fait qu'elle s'en va avec son père. Et le gynécologue me recoue. J'avais pas du tout vu qu'il avait pratiqué une épisiotomie. Donc, il a pratiqué une épisiotomie sans mon consentement. Donc, il me recoue. Et je le dis souvent quand je témoigne, mais à un moment donné, il dit « Elle a du coffre, votre fille ».
Donc il y a plein de bébés qui pleurent. On entend plein d'enfants qui hurlent, mais en tout cas qui se font entendre. Et lui, il me dit qu'elle pleure. Déjà, moi, j'arrive pas à l'entendre. J'arrive pas à percevoir que c'est ma fille qui pleure. Et de deux, ça va conditionner le fait que pour moi, cet enfant va pleurer tout le temps. J'accouche sous les coups de 13h, 13h30. J'ai pas l'heure en tête. Et on remonte en chambre sous les coups de 5h. 17h. On est en novembre. Il fait nuit tôt. Il fait froid. J'ai eu quelques heures de soulagement où je me suis dit, ça y est, j'ai fait mon job. Elle est là. J'ai versé quelques larmes et ça s'arrête là. Je suis soulagée, tout ça. Et on remonte en chambre. Et là, pour le coup, tout ce que je pensais qui allait s'en aller avec la grossesse remonte d'un coup. L'anxiété, la tristesse, tout revient. Mon ex-mari s'en va, puisqu'il n'y a pas de lit possible dans la maternité, tout ça. Il ne propose pas de rester. Enfin, voilà, ça c'est pas... Enfin, en fait, on n'en a même pas discuté, ça ne s'est pas posé. Et puis lui, je pense qu'il n'a pas conscience de l'impact, enfin, de ma santé mentale, de comment je vais au moment précis où j'accouche de cet enfant. On remonte en chambre. J'ai décidé d'allaiter cette petite fille. Non par choix, ni par conviction, ni quoi que ce soit d'autre, juste parce que on s'est dit que ce serait bien que je l'allaite. Donc ça va finir de creuser ma tombe. Parce que ça se passe pas bien du tout. J'ai des crevasses dès le départ, je saigne. Je me fais houspiller comme une enfant par les sages-femmes et les auxiliaires puères. Et je souffre beaucoup de l'épisio. Je pensais pas que je pouvais avoir aussi mal. C'est l'enfer. Je repense à la sage-femme qui nous disait « Pensez à prendre une bouée ». Je me dis « Mais pourquoi j'ai pas pris une bouée ?» Donc je vais me dépatouiller en fait avec les douleurs de sein, l'épisio, le fait que je viens d'accoucher et que voilà, mon corps, il va falloir qu'il se remette. Et puis cette petite fille que je comprends pas, qui me fait extrêmement peur. Je sais pas si j'arrive à la nourrir correctement. Je ne sais pas ce qu'elle souhaite, si elle a froid, si elle a chaud. C'est vraiment un stress total en sa présence. Ça développe une anxiété encore plus importante. Je vais rester 5 jours à la mater parce que je ne vais pas bien physiquement, en fait. Physiquement et psychiquement, mais physiquement, en fait, le premier bain, je tombe dans les pommes. Je suis extrêmement fatiguée. Je pense que je suis extrêmement carencée aussi parce que je n'ai pas eu une alimentation très correcte. Et j'ai la pédopsie me rappelle, elle a eu mon ex-mari qui lui a dit que j'avais accouché, elle me propose de venir à la maternité. Donc elle vient avec la pédopsie du CMP, avec une personne d'une association autour de l'allaitement, parce que je lui dis que l'allaitement se passe pas bien du tout. Elles viennent, là non plus je sais pas trop ce qu'on se dit, mais je sais qu'elle m'encourage vachement. Elle me dit ce que je fais bien, et cette pédopsie plus tard me dira « mais j'ai jamais douté de vous. J'ai su tout de suite que vous étiez en lien avec votre petite fille. » Voilà. Donc elle m'encourage vraiment, la personne autour de l'allaitement me dit qu'il faut que je persévère, que ça va venir, mais que l'allaitement, ça peut mettre du temps à se mettre en place, et puis que je suis à 5 jours, donc il n'y a pas vraiment encore de montée de lait. Et au bout de ces 5 jours, on me dit qu'il faut que je sorte. Alors là, c'est la débandade totale. Ils me disent dans la journée du 5e jour, je vais sortir le 6e jour. Et donc la nuit, je dors quasiment pas. J'appelle mon ex-mari, je pense que je l'appelle au moins 15-20 fois. Il a mis son téléphone sans son, tout ça, enfin il l'a arrêté pour se reposer. Je sens que ça devient délicat pour moi, vraiment. Si je rentre, je sais pas ce qui va en admettre, je sais plus comment on dit. Advenir, pardon, de moi. Donc il arrive le matin, il comprend pas très bien pourquoi je l'ai appelé autant de fois. Je sais pas si je lui dis qu'ils peuvent pas me laisser sortir. Je me souviens pas. Je me souviens du trajet, parce que en fait j'ai beaucoup de sensations visuelles, tout ce qui est odeur, tout ce qui est aussi son, parce qu'en fait je pense que vraiment on est sur un stress post-traumatique qui a suivi. Il n'y a pas eu qu'il y a de la dépression, il y a eu plusieurs choses en même temps. Et je nous vois dans la voiture, on a une nouvelle voiture, on a déménagé juste au moment où j'ai appris que j'étais enceinte, donc on arrive dans cette nouvelle appart, je suis dans un nouveau rôle, j'ai un petit bébé que je comprends pas. Il est à peu près 11h et elle va réclamer à manger sur les coups de 13h. Et quand elle réclame à manger, donc elle pleure, et là il y a quelque chose, un signal d'alerte qui se déclenche en moi, et là je vais commencer à décompenser en fait. Je vais perdre pied complètement.
Je suis plus en capacité de prendre une décision, donc de savoir si je dois lui donner le sein. Mon ex-mari me propose de passer au biberon. Il me dit, je vais acheter ce qu'il faut. On a une pharmacie juste en dessous de chez nous. Je dis non, on a décidé d'allaiter, mais c'est comme ça. Sauf que je suis incapable de le faire. Et là, je perds pied complètement. Donc, il appelle sa maman. En fait, ce que j'ai pas dit de sa maman, c'est qu'elle a un passif dépressif. Et donc, elle sait ce que je suis en train de traverser, même si c'est pas une dépression comme elle l'a traversée. Et donc, elle nous conseille, lui conseille d'appeler le 15. Il a un médecin régulateur, j'ai un médecin régulateur au bout du fil. Et non plus, je me souviens pas de ce qu'on a pu se dire. Sauf que le médecin régulateur lui dit qu'il faut m'emmener rapidement aux urgences psychiatriques. Donc, on part, tous les trois. On part. En fait, on se pose même pas la question de est-ce qu'on emmène ou pas notre fille. On s'en va comme ça, dans la voiture. Je lui dis qu'il faut que j'appelle ma maman, mais je ne sais pas comment je vais lui dire. Parce qu'en fait, ma vision de la maternité est quand même liée à ma propre mère, qui pour moi est un roc. Une mère qui a jamais été défaillante. Et là, je suis faible. Enfin, en tout cas, c'est l'image que je me renvoie. Et l'appeler, c'est lui dire que je ne suis pas à sa hauteur. Je finis par la voir, je pense, mais je ne me souviens pas non plus ce qu'on a pu se dire. Et donc, on arrive aux urgences psy du Vinatier, qui est le plus gros centre sur la région du Rhône. Ils vont pas me recevoir tout de suite. Je suis pas une urgence dans le sens où j'ai pas d'idée suicidaire. J'ai pas intenté, j'ai rien fait. J'ai pas de geste d'automutilation. Il y a rien de particulier. Je suis juste en train de faire une belle grosse descente. Et donc on va arriver sur les coups de 15h et on va être reçu à peu près à 21h. Donc c'est très long. J'ai jamais été aux urgences psy. C'est la première fois que j'y mets les pieds. C'est un autre monde. C'est très anxiogène. Je me retrouve... les urgences, si, je les vois vraiment comme si j'y étais encore. J'ai un jeune homme qui est à côté de moi et est en pleine dépression aussi, qui est en train de tomber. On se regarde, on se demande où on est. On a un bébé pour lequel on n'a pas pris de couche, on n'a pas pris de lait. C'est la débandade totale. Donc mon ex-mari repart avec ma fille. Et là, je me dis qu'il va me laisser là toute ma vie, quoi. Je vais rester folle. Parce que moi, il y a vraiment cette idée-là. Et c'est ce qui revient souvent. Hein, c'est on va rester folle à vie. Jamais, rien ne va plus être comme avant. Mais surtout, je vais rester enfermée là, quoi. Et bon, il revient. Et là, t'es hospitalisée ? Je vais être hospitalisée, ouais. En unité mère-enfant ? Non, pas tout de suite. Okay. Mon état est trop dégradé pour que je sois prise en charge en unité mère-bébé. Je suis déjà prise en charge en clinique psy. Ils me laissent sortir, ils ne veulent pas me garder le soir même. C'est trop anxiogène pour moi. Ils me le disent, le lieu n'est pas du tout adapté, ça crie la nuit. Il faut que je rentre, mais pas chez moi. Donc je vais dormir chez mes parents. Et ils vont essayer de me trouver une place en unité mère-bébé. Il y a un diagnostic de dépression postpartum qui est posé. Et en fait, quand je reviens, ils me disent qu'il n'y a pas de place en unité mère-bébé, mais je le sais maintenant, c'est que j'allais vraiment trop mal. Ils t'ont protégée. Voilà, il fallait déjà me stabiliser, que je retrouve un peu de sommeil, que je sois moins en prise avec l'anxiété, la tristesse. Donc je vais être prise en charge en clinique psy pendant 2 mois, seule. Il y a un traitement médicamenteux qui est mis en place. Alors j'ai un traitement qui est très léger, hein. J'ai des antidépresseurs et des anxiolytiques. Je refuse les somnifères parce que je dors en fait. J'ai pas dormi, donc je lâche complet. J'ai pas de bébé à m'occuper. Il y a que moi. Il faut que je m'occupe juste de moi. Cette hospitalisation, moi, pour le coup, je l'ai pas vécue du tout de façon destructrice. Ou ça a été très salvateur. Ça a été un endroit où j'ai pu. C'était l'hiver. Il y avait de la neige. Par moments, il y avait des écureuils. Il y avait des immenses arbres. Je pouvais aller me promener dans le parc. C'était une unité fermée, mais il y avait quand même un extérieur. Et où, à la fin de cette hospitalisation, il nous est proposé avec ma fille une place en unité de psychopathologie périnatale. Je suis un peu similaire à l'unité mère-bébé, mais ma fille va pas bien. Elle présente des troubles du sommeil, des troubles alimentaires et de l'eczéma, un peu partout sur le corps. Et donc, il faut qu'on puisse l'accompagner et qu'on puisse accompagner notre client. Donc, on va débuter le soin sur la fin du mien. On va y aller à raison de 3 fois par semaine. En unité de jour, parce que j'ai refusé le temps plein. Mais toi, ça veut dire que tu es rentrée chez toi à ce moment-là ? Je rentre sur la fin de mon soin, donc se met en place. J'y vais 1 ou 2 fois, peut-être
3 fois encore sur mon soin à moi. Et après, je rentre à domicile. Là, pour le coup, j'ai fini mon hospice. Et juste, attends, pour qu'on comprenne bien, pendant tes 2 mois d'hospitalisation, tu vois ta fille ? Alors, pas les 15 premiers jours. En général, sur des hospitalisations, tu as 15 jours de battement. Sur des cliniques psy. Je parle pas de l'hôpital psy, ça peut être encore différent ou ça peut être complètement fermé. Sur la clinique, il faut laisser les 15 premiers jours sans visite avec le début du traitement pour voir aussi comment tu réagis. Voilà, comment je réagis, me laisser dormir, tout ça. Ne pas être exposée aussi à du stress. Et donc, mon ex-mari va ensuite me l'emmener régulièrement à la clinique. Et puis, je vais aussi avoir des sorties. Peu à peu, l'objectif, c'est de faire sortir, de retrouver la réalité. Et donc, je vais avoir une sortie d'1 heure, puis une demi-journée, puis une journée complète, puis un week-end. L'objectif, c'est vraiment de voir comment se passent les retours à domicile. Parce que c'est quand même des moments très particuliers. Le retour à domicile, ça peut vraiment être une redescente. Ça se passe plutôt bien, même si je suis très, très anxieuse encore. Mais voilà, il considère que je vais mieux et que je peux rentrer. Donc, je rentre et dans le même temps, donc, tu vas t'occuper de ta fille qui, elle, va en unité. Présente des troubles. Donc, on y va 3 fois par semaine. C'est sur la journée complète. On y va de 9h à 16h, 16h30. Entouré par une équipe, donc, avec il y a une pédopsie, une psychomote, il y a des infirmières puères. Il n'y a pas de musicothérapeute sur place. Il y a une psychologue que je vais voir régulièrement. Je vais la voir toutes les semaines. Et moi, je vois aussi une psychiatre à l'extérieur. Toutes les semaines, 2 fois par semaine, au tout début. Parce que voilà, l'objectif, c'est vraiment pas que je rechute et que je retourne à l'hosto. Et je vais reprendre le travail. Dans le même temps. C'est fou, on me le dit souvent, mais surtout les professionnels de santé ne comprennent pas que j'ai pu reprendre, qu'on m'ait laissé reprendre. Ouais. Voilà. Sauf que moi, c'est salvateur, la reprise. Je me rends compte que j'ai des capacités cognitives, en fait, qui sont toujours là, que je peux réfléchir, que je suis capable de mener quelque chose, parce que en plein dans la dépression, j'étais incapable de mener plusieurs choses en même temps. Déjà, une chose, une action. Parfois, ça peut être fastidieux. Alors, plusieurs en même temps, c'était compliqué. Mais au tout début de la reprise, ça a été super chaud parce que je préparais mes affaires le soir, mes habits. Je pouvais mettre 1 heure à me préparer, à choisir des vêtements, à préparer le sac à langer de ma fille. C'était du grand nimp. Mais ça me permettait le matin... On se levait, on faisait ce qu'on avait à faire. Et donc, soit je l'emmenais chez la nourrice, parce qu'on a trouvé une assistante maternelle, qui a été une vraie perle. Elle a participé aussi de mon mieux-être. Ou on allait à l'unité, 3 fois par semaine. Donc, je travaillais à temps plein et j'allais à l'unité. Donc, j'y allais le lundi. Journée. Ouais, non, mais n'importe quoi. Lundi, mercredi, vendredi. Et je bossais à l'époque le mardi, le jeudi, le samedi. Parce que je travaille en biotech, donc forcément, on bosse les samedis. Ça, sur 6 mois. Donc, ta fille présente des troubles parce que sûrement séparée de toi. Oui, alors il y a la séparation et puis il y a ce qu'elle a vécu in utero. Oui, la souffrance psychique que j'ai vécue, ressentie, le fait de ne pas du tout faire de lien avec elle quand elle est dans mon ventre, ça l'a affectée vraiment. Donc, c'est une enfant qui dort 45 minutes par jour. Alors, pas les nuits, je parle que de la journée. On peine à lui faire des siestes. Et c'est un bébé qui met un temps infini à manger. On est sur des biberons qui peuvent durer 1h30, parce qu'il faut la stimuler, elle s'endort. Elle n'est pas là à la relation, en fait. Elle est absente à la relation pendant le nourrissage. Donc, l'objectif, c'est de l'aider à se développer correctement. C'est un bébé qui va souffrir de plagiocéphalie, parce que je la pose beaucoup. C'est une enfant que je porte assez peu. Donc, forcément, elle est toujours posée même d'angle, comment on appelle ça ? Ça date, alors je ne me rappelle plus. C'est pas un cosy, c'est ce qu'on met au sol. Dans le... Voilà. Ah, j'ai oublié le nom. C'est... Bon, passons. Là, c'est une petite chaise. Voilà, petite chaise, voilà, c'est ça. Petit, on va pas retrouver. Un petit fauteuil pour voilà. Et pour le coup, comme elle est posée souvent, elle est toujours... Je la stimule peu, donc elle développe une plage aussi. Qu'elle avait déjà in utero, parce qu'elle était déjà prête à sortir quand même. Elle avait la tête en bas depuis le début. Mais en plus, là, le fait de peu la porter et de ne pas la stimuler, ça engendre quelque chose de supplémentaire. Elle va faire beaucoup de kiné aussi. On va avoir un kiné pour essayer de voir si on peut faire quelque chose. Et toi, tu sens que le lien, il revient à partir de quand ? Il revient... Alors, je pense que j'ai toujours eu du lien avec elle. Je sais que c'est ma fille. Mais ça va plutôt être du moment où je suis capable de m'en occuper seule. La fin de l'hospice. Elle a 8 mois. On part en vacances. Et là, je suis en capacité de rester seule avec ma fille. Et là, je sais que
le lien est là, mais qu'en plus, je peux m'occuper d'elle. Il y a vraiment quelque chose où, avant, c'était impossible. Je ne pouvais pas rester toute seule avec elle. C'est ton ex-mari qui était... Oui, il était très présent. Et après, bon, il y avait la nourrice, j'allais aller à l'école, j'allais au boulot, et puis j'allais à l'unité. Donc, on n'était pas souvent très, très seuls, en définitive. Les temps, juste nous deux, c'était les temps où mon ex-mari il travaillait en 2-8, et donc il n'était pas là le soir avant 21h30. Voilà, où là, il pouvait y avoir des petits temps, mais c'était dans cours. Donc là, quand je me retrouve face à elle, et c'est aussi ça, cette fin d'hospitalisation en unité, c'est vraiment ça, c'est de me confronter à elle. De me dire, voilà, là, on y est, on est toutes les deux, c'est maintenant ou jamais. Et ça se passe bien. Ça se passe bien. Après, la problématique alimentaire va perdurer jusqu'à 1 an et demi à peu près. On se bat pour qu'elle mange. C'est pas un petit gabarit, en plus, après, elle prend bien tout ça, hein, mais voilà, quand on se bat. C'est les moments où il faut il faut faire à manger et manger ensemble. C'est compliqué. Et en fait, ce qui va calmer le jeu, c'est que quand elle a 1 an et demi, on divorce avec mon ex-mari. Et je rencontre quelqu'un d'autre qui, lui, met complètement le holà sur la question de la nourriture. En me disant, c'est plus possible, c'est un pugilat toutes les deux. Vous passez votre temps à vous confronter sur la nourriture. Et donc, on va la mettre à table avec nous, parce qu'avant, elle mangeait avant nous. Et elle va manger comme nous, parce qu'en plus, ce que je n'ai pas dit, c'est que le côté psychorigide, contrôle, tout ça, fait que je prépare toute sa nourriture. Je pèse viande, légumes, je fais de la compote, je fais tout le dimanche, je mets au congèle. On est dans un truc vraiment... donc, j'en suis pas encore sortie à ce moment-là, mais quand elle a 1 an et demi, on divorce et je rencontre cette personne et du jour au lendemain, ça s'arrête complètement. Le sommeil, lui, ne reviendra jamais complètement, parce que ma fille a toujours des troubles du sommeil. Hein. Mais les troubles alimentaires et l'eczéma, eux, ça y est. Et donc là, toi, tu démarres ta maternité de la manière la plus violente possible, quasiment, en tout cas dans la partie psychique, avec une grosse dépression anté- et postnatale, une hospitalisation, un bébé qui présente des troubles, évidemment. Tu rajoutes une séparation, c'est pas rien non plus quand même dans l'organisation de ce qu'était ta vie au final. À quel moment est-ce que tu te dis, ok, là, je sens que je mets un pied devant l'autre et que ma vie est stable et que j'ai accepté que ça va être ma vie telle qu'elle est aujourd'hui? Je pense que c'est quand elle a 1 an à peu près. Okay. Je vois encore les photos du Noël, tout ça. Je suis souriante. Les photos montrent une famille, on est tous les 3 avec mon ex-mari et ma fille, on la porte, on la regarde tous les deux, on sent l'amour qu'on lui porte tous les deux. Et je pense que à peu près c'est 1 an, c'est là où je sais que j'en suis sortie. Avec toujours quand même en fond la possibilité de rechute. Hein. Je sais que possiblement, s'il y a un autre enfant, il pourrait y avoir une autre dépression, que je peux aussi faire une dépression hors maternité. Et puis, j'ai quand même aussi un petit signal d'alerte pour ma fille. Je me dis qu'il faudra que je sois vigilante pour son développement, pour son bien-être, que ce soit maintenant, à ce moment-là, mais aussi dans son âge adolescent. Ok, donc là, tu es en plein dedans. Voilà, on est en plein dedans. Et tu sais qu'il y a des points de vigilance par rapport à ce qu'elle a vécu, bébé et in utero. C'est marrant parce qu'on en parle rarement, tu vois. Oui. Que ce qui s'est passé dans les premières années de vie, peuvent influer. Même si on stabilise très bien après, il faut toujours garder ce point de vigilance sur... Alors, moi, je sais qu'on me l'avait dit, et puis je sais qu'il y a des études sur les enfants dont les mères ont fait des dépressions postnatales. Alors là, je crois que c'est dépression postpartum, sévère et pas forcément accompagnée. Mais voilà, du moment où le bébé a quand même eu été impacté pendant la grossesse, dans le postpartum immédiat, c'est bien quand même d'avoir cette vigilance et de se dire, s'il y a des choses à l'âge adolescent qui reviennent, pourquoi pas l'accompagner, parce que voilà. Tu sais en même temps son historique, donc complètement. C'est plus simple à expliquer. Laisser les choses ainsi. Comment tu découvres l'association Maman Blues ? Je la découvre en même temps que je divorce. Il y a tout qui se fait en même temps. Je suis hyper en colère en fait. On m'a parlé de baby blues. La sage-femme qui nous fait les cours de préparation à la naissance nous parle de baby blues, mais n'évoque jamais la dépression, que ce soit en anté ou en post. Et moi, ce que j'ai traversé, clairement, on n'est pas sur du baby blues. Et je comprends pas.
À l'époque, j'étais vraiment très en colère. Je le reste encore beaucoup, mais à l'époque, ça me tenait par les tripes en me disant mais comment on peut laisser les femmes dans ce no man's land en ne parlant pas de santé mentale ? C'est pas possible de ne pas évoquer ce sujet alors que sur la dépression postnatale chez les femmes, on est quand même sur, on va dire 10, 15, 15, 20. Les chiffres sont pas toujours, mais plutôt 15-20% et les hommes 8-10%. Comment on peut ne pas parler de santé mentale ? Donc je découvre Maman Blues parce que je tape sur Internet unité mère-bébé, hospitalisation. Je tombe sur le forum de l'association, donc parce qu'on a un site internet et un forum qui est rattaché au site. Je commence à écrire, je me raconte. J'ai pas pu du tout écrire pendant toute ma grossesse et en post. J'ai gardé ce que j'avais écrit, j'ai écrit 3 pages. Je suis incapable d'écrire. Et là, je vais me déverser, écrire toute mon histoire et puis répondre aux femmes aussi. Et très vite, en fait, ça va être super rapide. Christine, qui est sur le 69 à l'époque, me demande si ça m'intéresse de participer à des groupes de parole. Je vais rejoindre aussi très rapidement le bureau de l'asso. Ça va aller assez vite parce qu'en fait, je fais rarement les choses à moitié. Et donc, pour le coup, je m'investis très rapidement. Je veux pas laisser les choses comme ça. Pour moi, et c'est complètement utopique, mais je veux pas une autre femme vive ce que j'ai traversé. Donc je me dis, si moi, à ma petite échelle, je peux faire quelque chose, eh ben voilà, je vais le faire et je vais le faire jusqu'au bout. Donc c'est comme ça que je m'investis. Ça me met les poils ce que tu dis parce que je comprends tellement ta démarche et on est quasiment 15 ans après. Et malheureusement, la première source de mortalité chez les femmes en postpartum, c'est le suicide. Et c'est terrible de se dire que ça fait 15 ans que tu te bats sur le terrain et on n'y arrive pas pour l'instant. On va en parler, mais tu vois, ça, je ressens la colère que tu as, en fait. Elle reste, cette colère. Elle est constructive parce qu'elle m'aide à avancer. Et continue de m'engager et à me battre au quotidien avec les autres bénévoles de l'association. Mais effectivement, il y a des petites avancées, on avance pas à pas. Moi, je dis souvent à pas de fourmis. Mais sur la question du suicide, on est mauvais. Et donc, tu découvres cette association, tu t'investis, là, tu te mets corps et âme, j'imagine, pour faire bouger les choses. À partir de quel moment tu quittes ton travail Mais je le quitte pas. Ah, tu le quittes pas. Donc là, tu fais toujours les deux ? Ok, oui, parce que c'est une asso, alors. Ouais, en fait... J'ai eu juste 1 an et demi de battement où j'ai été salariée pour l'association quand j'ai travaillé dans le cadre des 1000 premiers jours et d'application. Sinon, je travaille à 80%. Je suis quand même passée à 80% à un moment donné. Et je travaille pour le reste du temps pour l'asso. Voilà, donc ça se partage. Après, moi, j'ai l'avantage de travailler en bibliothèque, de pas travailler le lundi, d'avoir mon mardi en temps partiel. Donc 2 jours qui sont pleinement dédiés à l'association. Donc voilà, j'ai un boulot qui me permet quand même d'avoir une certaine flexibilité. Enfin, tu travailles le samedi quand même. Je travaille le samedi. J'aimerais bien. Et tu as 2 enfants. J'ai 2 enfants, excuse-moi. Mais ce que j'ai pas mentionné et qu'on retrouve aussi dans certains profils, c'est que je suis hyper active. Alors moins aujourd'hui. Bon, les gens me disent Lise, arrête tes bêtises, t'es toujours aussi hyperactive. Alors non, par rapport à ce que j'ai été, je le suis beaucoup moins. Je fais plus de sport parce que physiquement, malheureusement, je peux plus. Mais j'ai fait beaucoup de sport aussi à une époque. La question du poids, du contrôle du poids était là aussi. Mais voilà, j'arrive en tout cas à allier les deux pour le moment. Donc tu t'investis dans l'association. J'imagine que tu vas mieux. Oui. Que ça t'aide aussi d'avoir accès à cette parole et de ne pas te sentir seule et isolée dans ce que tu ressens. Ouais, et les groupes de parole, même aujourd'hui, 15 ans après, donc c'est des groupes de parole à visée non thérapeutique. L'objectif, c'est pas du tout de faire de la thérapie pendant les groupes, c'est juste de se parler entre femmes qui vivent ou ont vécu des choses similaires. Mais pendant les groupes de parole, il y a des choses parfois qui font déclic et je me dis « Ah ouais, ok ». Parce que moi, j'ai pas vraiment fait une thérapie en soi. J'ai été suivie, mais la psychiatre que j'ai vue 2 fois par semaine me faisait un peu de thérapie, mais on n'est pas allé creuser dans le fond du fond, dans ce qu'il y a sous le tapis, là, parce que je sais qu'il y a des choses. Tu as eu accès à des soins, en fait. Ouais, pour aller mieux. J'ai eu un traitement, mais il y a des choses que j'ai toujours pas élucidées. Même maintenant ? Même maintenant, ouais. Je sais, la question de la nourriture, j'ai des idées, j'ai des petites pistes, mais voilà, j'ai jamais été creusée. Et j'ai perdu ta question. Parce que, bien évidemment... Non, le groupe, je disais, ça t'a fait du bien, le groupe de parole, de continuer complètement. d'avoir accès à ça. Moi, je trouve ça fait. hyper porteur. Je trouve qu'il y a des choses qui se disent, qui ne se diront jamais ailleurs. Il y a une confiance, et puis il y a pas de jugement, et puis surtout...
on dit tel quel. Je dis pas qu'il y a quelques filtres, mais il y a quand même peu de filtres. Et ce qui fait qu'il y a des choses qui ne se diront pas ailleurs parce que c'est pas possible en fait. C'est sûr. Comment tu décrirais le rôle de maman blues ? Alors, on a mis du temps à s'implanter dans le champ périnatal, dans le monde de la périnatalité. Aujourd'hui, je pense qu'on a un rôle de prévention quand même, sensibilisation, de prévention. On travaille beaucoup avec les professionnels de santé, les corporations savantes, les instances publiques pour toute la question de la prévention, de la sensibilisation. On est sollicité parfois dans le cadre, par exemple, de flyers de sensibilisation sur la dépression postpartum. Je pense sur le Rhône, on avait relu un flyer que la maternité remettait aux femmes, aux couples qui venaient de donner naissance à un enfant. Ça peut être dans le cadre du Collège national des sages-femmes où on a œuvré avec eux sur les fiches de renseignements sur l'entretien prénatal précoce et l'entretien postnatal précoce. En fait, du moment où on est sollicité, nous, on va vraiment co-construire si c'est possible, quand on ne nous appelle pas après, quand on ne nous sollicite pas après. Mais il y a vraiment une question de... Maman Blues, c'est des femmes avec expérience vécue. Donc l'objectif, c'est d'avoir l'œil de l'usagère de santé qui a vécu ça. Parce qu'un professionnel de santé, alors il y a des professionnels de santé qui l'ont traversé, je pense à des sages-femmes, des auxiliaires, des psys, etc. Mais quand on l'a pas traversé, on ne sait pas ce que c'est. Enfin, on peut pas s'imaginer le gouffre dans lequel on se retrouve et la douleur et physique et psychique que ça provoque. Moi, j'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Donc voilà, il y a vraiment... Je pense que c'est vraiment cette prise de recul, après en être sortie bien évidemment, qui permet de donner des pistes de réflexion aussi à des professionnels de santé qui ne l'auraient pas forcément ou qui le verraient sous un autre angle, bien évidemment, c'est normal. Tu as eu un deuxième enfant ? Oui. Est-ce que, du coup, là, tu as été accompagnée avec l'association Maman Blues, est-ce que ça a changé ta prise en charge ou est-ce que tu as été suivie de manière plus assidue ? Non. Pour mon fils. Donc, on était quand même hyper attentifs. J'imagine. Déjà, tu as pris le risque de te dire je veux un deuxième enfant. Je voulais pas de deuxième enfant. J'avais dit toute la première année de vie de ma fille, on s'est dit il n'y aura pas d'autres enfants. Je ne veux pas revivre ce que j'ai traversé, c'est pas possible. Et quand je rencontre mon compagnon actuel, lui est plus âgé, a 3 enfants, on me dit il n'y aura pas d'autres enfants. Bon, en définitive, il y a un autre enfant. Lui a aussi un passif dépressif, donc il est attentif à mon bien-être émotionnel, psychique. Je suis attentive, je pense que tout mon entourage est sur le qui-vive, mais ça ne va pas se passer du tout comme pour ma fille. Déjà, j'imagine, tu n'as pas eu une menace d'accouchement prématuré ? Alors, j'ai eu un décollement placentaire extrêmement important, où là, l'échographiste a été extrêmement claire en me disant « ça ne tiendra pas ». Donc, je lui ai dit cette grossesse n'était pas forcément prévue comme ça. Enfin voilà, je lui dis ça tiendra pas. On verra bien cet enfant viendra ou pas. Ce petit gars s'est accroché. J'ai eu un alitement mais beaucoup plus restreint. J'ai souffert d'un diabète. J'avais un diabète gestationnel, mais j'ai refusé le protocole hospitalier et je suis tombée sur une sage-femme hospitalière qui était extrêmement bien, qui m'a dit on fait à votre sauce. Si au bout de 15 jours vos piqûres, enfin vos taux sont bons, on vous laisse tranquille. Donc voilà, j'ai pas accouché sur la même maternité, j'ai changé de professionnel de santé, j'ai été suivie par une sage-femme libérale, enfin voilà, j'ai fait très différemment et puis c'est un garçon. Ah, tu sens que ça dans mon histoire de vie, clairement, okay. Voilà, c'est pas du tout anodin. Et en fait, pour cet enfant, je vais travailler quasiment jusqu'au bout, je vais accoucher, alors pas tout à fait à terme, mais pas loin. Ça reste un petit gabarit aussi. L'accouchement se passe... J'ai décidé d'accoucher sans péridurale. Ça va pas du tout se passer comme ça, mais je le vis vraiment pleinement. Voilà, l'arrivée de cet enfant est totalement différente. Et je vis un baby blues. Je pleure, je rigole. Mais tu rigoles. Oui, et je rigole. Je suis pas du tout dans l'anédonie. Tout est différent. T'as pas de décompensation. Je ne décompense pas. Je rentre à la maison. Je n'allaite pas cet enfant par choix et conviction, parce que je sais que ça peut me faire plonger. Tout est différent. Et pour le coup, et pourtant, c'est un enfant qui va vomir toute la première année. Mais voilà, c'est différent et je m'octroie le droit de faire des siestes, de me reposer, de n'être qu'avec lui. On est sur quelque chose de totalement différent. Et puis, j'ai un autre enfant. Donc, comme c'est un deuxième,
Ma fille va à l'école. Ça passe, tu sais qu'il y a une... Ouais, voilà. Tu sors à un moment. Je sais que si ça se reproduit, je sais où aller, surtout. Clairement. Est-ce que tu t'es investi un peu plus avec Maman Blues à ce moment-là ? Comment ça se présente ? À quel moment tu rejoins l'association dans des fonctions dirigeantes ? Alors, ça fait... j'entame la 9e année de présidence. Juste après la naissance de ton fils, quasiment. Ouais. Ouais. En fait, en 2013, on y a une grosse... j'ai oublié le mot. Il y a la maternologie, qui est un lieu de soins qui est sur le Saint-Cyr-l'École, qui est un lieu où notre présidente, enfin la personne qui a fondé l'association, a été hospitalisée, qui est menacée de fermeture en 2013. Et là, je vais me dépasser. Je crois que c'est l'année où je suis enceinte, mais je suis au taquet total. Je sollicite le défenseur des droits. On fait une pétition. Enfin, on fait plein de choses. Et cette année-là, je pense que c'est aussi une sorte de... peut-être un déclic différent. En tout cas, ça prend une teneur différente. Et vraiment, j'ai envie, mon engagement est déjà bien important, mais là, il y a quelque chose qui se joue parce que c'est un lieu de soins qui ferme. Et pour moi, c'est quand même... je comprends pas qu'on puisse, à l'heure actuelle, décider de fermeture, mais comme on décide d'autres fermetures de lieux de soins, ou qu'on met en péril les équipes hospitalières. Enfin, voilà. Le monde hospitalier est ce qu'il est actuellement. Et donc, pour moi, c'est pas possible. Et on s'était déjà démené pour une autre structure quelques années auparavant, mais j'étais pas présente dans l'association. Et voilà, je pense que là, c'est un point de bascule. Et donc, tu prends plus de responsabilités à ce moment-là. Comment tu décrirais les problématiques qui arrivent, principalement en termes de santé mentale, à l'association ? Alors, c'est majoritairement des femmes. On s'appelle Maman Blues. Donc, je le dis souvent, mais c'est important de le dire parce qu'on a aussi des hommes parfois, des coparents ou des hommes, des pères, qui viennent soit pour eux, soit pour leur compagne. Quand les personnes viennent jusqu'à nous, elles viennent parce qu'elles comprennent pas ce qu'elles traversent. Alors, soit elles ont déjà un passif, elles se rendent compte qu'elles sont en train de sombrer et qu'elles ont besoin d'un contenant, d'un lieu de soins adapté. Donc, on va les orienter. Soit elles n'ont pas de passif, ou en tout cas pas connu, pas su. Et donc là, elles comprennent vraiment pas ce que c'est. Elles comprennent pas, elles viennent de donner naissance à un bébé, elles sont censées être au comble du bonheur. Cet enfant, elles l'ont désiré pour certaines parce qu'il y a des parcours PMA longs. Parfois, il est en très bonne santé, elles ont un toit sur la tête, elles ont un travail, de quoi elles se plaignent. Enfin, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, on déconstruit un peu l'idée que la santé mentale, elle dépend simplement de l'aspect matériel. Non, ça va mieux. C'est beaucoup plus complexe que ça, c'est beaucoup plus profond. Donc, moi, je dis souvent qu'il y a toute l'histoire de vie de la personne. On explique qu'on porte des bagages, en fait, quand on donne naissance. On ne donne pas naissance à un bébé avec une histoire de vie qui est à 0. On donne naissance avec toute son histoire de vie, la sienne, celle de ses parents, etc. Avec parfois des bagages hyper lourds. Donc voilà, on essaye un peu de déconstruire ça. On leur explique que la santé mentale, c'est peu abordé encore aujourd'hui, mais que c'est un pan qui est important. On détricote un peu. Enfin, moi, je sais que quand je les ai, on parle un peu de la grossesse, de l'accouchement, du postpartum immédiat quand elles sont à quelques mois, parce que pour la dépression postnatale, on sait que c'est pas tout de suite. Ça peut être sur la première année de vie de l'enfant, voire un peu plus. Donc, elles ont besoin de comprendre ce qu'elles vivent. Elles ont besoin de savoir vers qui s'orienter. Et quand elles viennent jusqu'à nous, elles viennent parce qu'elles se sentent différentes d'habitude. Elles pleurent beaucoup plus. On leur a dit qu'on ne les reconnaissait pas, qu'elles ne sont pas comme d'habitude. Normalement, elles sont rigolotes. Oui, elles ne sont pas rigolotes, là. Elles dorment beaucoup moins. Elles ont du mal à s'alimenter ou elles s'alimentent beaucoup. Elles n'arrivent pas à faire du lien avec cet enfant. Elles n'arrivent pas à le rencontrer. Il peut y avoir parfois des problématiques autour du prénom du bébé. Il y a un prénom qui a été choisi et elles n'arrivent pas à appeler ce bébé par ce prénom. Parfois, elles sont dans l'incapacité de s'occuper de leur enfant ou elles se rendent bien compte qu'il y a quelque chose de robotique. Elles s'en occupent comme ce serait le bébé d'une autre. Et parfois, c'est aussi des professionnels de santé qui viennent jusqu'à nous. Parce qu'ils connaissent peu leur réseau, par exemple. Donc, ils ne savent pas vers qui s'orienter. Vers qui orienter ou s'orienter pour demander de l'aide. Ou parce que c'est un sujet qu'ils méconnaissent et qu'ils ne comprennent pas forcément de quoi il en retourne. Donc ça peut être... on a eu des sages-femmes, on a eu des médecins traitants, j'ai eu une neuropsy,
J'ai eu un médecin du travail. Voilà, on a pas mal de pros aussi qui nous sollicitent. Alors, imagine, on va prendre un cas précis où moi, je suis une maman qui vient d'accoucher de mon premier bébé et je sens qu'il y a un truc qui est pas OK. Je me sens en décalage. Ce que tu dis, là, j'ai plus la flamme. Enfin, voilà, il y a perdu quelque chose et j'arrive pas à prendre soin de mon bébé correctement. Est-ce que je vous appelle ? Est-ce que je vous envoie un message ? Comment ça se passe pour solliciter votre aide ? Et qu'est-ce que vous faites ensuite ? Ouais. Alors, on n'a pas de ligne d'écoute. On a tenté la ligne d'écoute à un moment donné, mais ça n'a pas forcément fonctionné. Puis on n'a pas les budgets conséquents pour ça. Donc au départ, tout se passe par écrit. Elles peuvent venir soit sur la boîte mail générique de l'asso, soit par les boîtes mail génériques de chacune de nos référentes. Donc là, pour le coup, elles les trouvent sur notre site internet. Il y a une rubrique spécifique avec les mails de chacune. Ou les réseaux. Elles arrivent quand même pas mal par les réseaux aussi. Facebook, Instagram. On a un Twitter, mais on l'utilise quasiment pas, pardon. Donc, quand elles arrivent, on peut passer que par de l'écrit. Ou parfois, on les a au téléphone quand on sent que c'est complexe par l'écrit de se comprendre. On a majoritairement des femmes qui maîtrisent le français, mais c'est pas toujours le cas. Donc, c'est important aussi de se comprendre. Donc, quand elles arrivent, on essaye quand même de savoir s'il y a déjà des choses mises en place. Si elles en ont parlé à la sage, quand on est à très peu d'échéance de l'accouchement, est-ce qu'elles en ont parlé à la sage-femme, au médecin traitant, est-ce qu'elles ont été à la PMI de leur secteur ? On essaye de voir s'il y a des choses qui ont été mises en place. Parfois, c'est le cas, et donc on insiste sur l'orientation qu'a donnée la sage-femme, par exemple. Et parfois, c'est pas du tout le cas, elles n'en ont pas parlé. Donc, on les incite quand même à en parler et on leur explique qu'il y a des prises en charge actuellement avec soit un psychologue en libéral spécialisé en périnate. Je dis souvent spécialisé en périnate parce que je trouve que c'est quand même important que le professionnel ait quelque chose en tête de cet ordre-là. Parfois, il y a aussi des très, très bons psys, sans étiquette, mais voilà. On essaye aussi de voir... Là où je veux aller, c'est aussi que parfois, on n'est pas sur de la dépression postnatale. Il y a des femmes qui vont cocher aucune case, qui sont simplement, et j'aime pas le terme de simplement, mais qui sont sur le fil, sur un truc où ça peut basculer. Et on leur explique que de consulter un psychologue, par exemple, ça peut permettre de mettre à distance. Voilà. On parle des unités mère-bébé, c'est plutôt quand on voit qu'il y a une difficulté à rester avec le bébé à domicile. Quand... les proches sont obligés de rester à domicile. Des fois, il y a la maman, la grand-mère, qui est venue pendant 15 jours, un mois après la naissance. Elle est repartie. Et on sait qu'il y a des pics de dépression postnatale. Elle est repartie. Et là, on se retrouve seul face à ce bébé. Et parfois, c'est vraiment là où il y a le point de bascule, à la reprise du travail du conjoint aussi. Donc, les pics, c'est ça. C'est une des personnes qui prenait soin... s'en va, la reprise du coparent, sa propre reprise. Ou aussi, alors pour le coup, il y a 2 pics vraiment qui sont entre les 4 et 8 semaines. Deuxième mois... je me trompe, attends. Oui, c'est ça. Aux alentours du deuxième mois de postnatal. Et après, plus tardivement, entre 6 et 8 mois. Tu as 2 pics. Donc, c'est 2 pics qui sont à prendre en compte. Et c'est surtout que parfois, elles ont eu un professionnel en face d'elle qui leur a dit « c'est rien, c'est un petit baby blues ». On a encore des pros qui disent ça alors que le bébé a 6-8 mois, donc ça, on peut pas l'entendre, c'est pas possible. Ils ont une sacrée définition du baby blues. Ouais, c'est ça. On rappelle, les baby blues, c'est dans les premiers jours. C'est les 10 premiers mois, quoi. Voilà. Ça doit pas dépasser plus de 10 jours. Au-delà de 10 jours, quand c'est intense et que ça perdure, on consulte. On consulte, c'est important. Donc, on leur parle des prises en charge aussi en unité mère-bébé quand il nous semble que ça peut avoir un effet bénéfique. Moi, l'avantage, c'est que j'ai connu et l'hospitalisation seule en psychiatrie adulte et en unité. Donc, ça me permet aussi de pouvoir en parler plus facilement. Je déstigmatise aussi cette question d'hospitalisation qui peut être extrêmement mal vécue, être loin de chez soi, quand c'est du temps plein, tout ça. Et puis on parle aussi des TISF, par exemple, les techniciennes d'intervention sociale et familiale, qui sont des professionnels du champ sanitaire et social, qui viennent à domicile. La demande se fait peut se faire auprès de la CAF, mais elle peut aussi se faire auprès d'organismes comme l'ADMR, qui emploient des TISF. Et les TISF, certaines ont des spécialités. Dans le Rhône, c'est le cas. Il y en a certaines qui ont été formées en périnate. Et donc, elles interviennent, c'est majoritairement des femmes, au domicile, en fonction d'un nombre d'heures qui est défini au départ. Alors, elles sont très peu en exercice, donc c'est pas énorme. Mais si c'est déjà une demi-journée dans la semaine, ça peut être déjà pas mal. Et elles viennent, c'est pas des femmes de ménage.
elles viennent en support au soutien à la parentalité, quoi. En fait, il y a plein de choses qui existent, mais les parents sont peu informés. Oui, en fait, vous faites capacité de redistribution et de réorientation pour qu'elles puissent trouver la bonne personne qui correspond à ce nous arrive d'appeler aussi pour ces personnes. Ouais. Avec leur accord pour savoir s'il y a de la place, par exemple, ou si ça va être adapté à ce qu'elles traversent. Il m'arrive, par exemple, moi, d'orienter sur des consultations préconceptionnelles pour des parents qui ont déjà connu des troubles psychiques. Et pour le coup, ça permet, pendant la grossesse, d'avoir un suivi aussi. Et alors, imagine un autre scénario. Oui. Moi, je suis une amie qui rend visite très régulièrement, qui est très proche d'une nouvelle maman, et je me rends compte que elle est sur le fil, comme tu disais, et je vois qu'elle est plus comme avant et qu'il y a un souci, mais qu'elle-même n'est pas consciente de ça. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Alors déjà, ne surtout pas minimiser. Parce que des fois, il y a les gens, c'est pas mal intentionné, hein, mais t'inquiète pas, ça va passer, c'est l'affaire de quelques mois, tout le monde passe par là. C'est des choses qu'on entend beaucoup. Alors, c'est pas mal intentionné, mais le problème, c'est quand on est en plein dedans, ce genre de choses, ça fait pas du tout avancer. Soit on peut être, parfois, on n'a pas de difficulté à parler de santé mentale et ça peut être frontal. On peut dire, voilà, je sens que pour toi, c'est compliqué actuellement, j'ai du mal à te reconnaître, je te sens plus triste. On peut carrément aller sur le sujet, en fait. Hein. Je pense que si on n'est pas gêné, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui qui restent gênés ou qui ne savent pas comment on parle de santé mentale. Et ça peut aussi être tout simplement en parlant de support. Moi, j'aime bien parler de support, de livres, de podcasts. Ça peut être de glisser notre flyer, le flyer de l'association, en disant, tiens, j'ai cette association que j'ai découvert, je ne sais pas si ça pourrait pas t'aider, mais voilà, sache que tu peux les contacter, ou je peux le faire à ta place si tu le souhaites, ou on peut le faire à ta place, mais ensemble, si c'est trop difficile. Moi, je conseille beaucoup les livres, parce que je travaille en bibliothèque, mais je sais qu'un livre, des fois, c'est vraiment le point de bascule aussi, c'est un déclic. Des fois, elles se disent, ah ouais, effectivement, c'est tout à fait ce que je suis en train de traverser. Et je sais que nous, parfois, elles nous contactent quand elles ont entendu une de nous sur un podcast, en disant, je vous ai écouté, je me retrouve complètement, qu'est-ce que je peux faire? Donc, ça peut être simplement, des fois, des supports, ou d'appeler le médecin traitant ou la sage-femme avec la personne, ou de se mettre en lien avec le coparent, quand celui-ci n'a pas forcément vu ou compris ce qui se passait, et lui dire, voilà, elle va pas très bien. Ça peut être de faire du relais aussi autour, hein, vraiment dans les premiers temps, mais même, dans les premiers temps, c'est de se dire, pour l'instant, c'est compliqué de rester à la maison pour elle. On peut être présent sur ces temps-là. C'est pas des aidants, il faut faire attention, parce que la frontière est mince, mais c'est d'être présent pendant un temps tout en mettant en place du soin quand on en a besoin. Oui, c'est ça. C'est pas de dire je vais aider et on fait comme s'il n'y avait rien à côté. C'est j'aide, mais pour temporiser. Ça peut être en attendant qu'il y ait une vraie prise en charge. Il y a des familles qui veulent pas prise en charge. Ça peut être difficile. 2025, c'est censé être l'année de la santé mentale. Grande cause nationale. Grande cause nationale auprès du gouvernement. Toi et moi, on a été interviewés par des députés, plus d'autres endroits pour parler de dépression du postpartum notamment et de la santé mentale des femmes, des mères. Toi, avec ton expérience de terrain, de tout ce que vous recevez comme plaintes et histoires de femmes, qu'est-ce que tu penses serait la première chose à faire pour stopper l'hémorragie et faire en sorte que, par exemple, le suicide ne soit plus la première cause de mortalité? Alors, pour ma part, il y a la formation. Alors, il y a plusieurs choses, mais la formation des professionnels initiale et continue me semble importante. On se rend compte que les pros, quels qu'ils soient, parce qu'on peut aller à la pharmacie, avoir quelqu'un en face de soi qui dit « Ah, mais vous êtes enceinte, il ne faut pas prendre ce traitement médicamenteux, qui c'est qui vous l'a donné ?» C'est vraiment de former toute personne qui va être en lien avec des couples ou des femmes qui vont être enceintes ou en postpartum ou dans la première année de vie de l'enfant. Les former sur la question de la santé mentale périnate au sens large. Vraiment, de ne pas parler que de dépression postpartum, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a plein de choses, voilà. Non, parce que c'est vrai, tu le disais, il y a l'anxiété, il y a l'hypervigilance, il y a les TOC, il y a les phobies d'impulsion, il y a des troubles anxieux importants, il y a les femmes qui vont connaître une psychose puerpérale, qui est quand même un trouble psychiatrique sévère. La décompensation. Il faut vraiment pas négliger que la santé mentale ne s'arrête pas à la dépression postnatale.
Et que pouvoir en parler librement, c'est quelque chose qui permet quand même de déstigmatiser et puis de se dire que la personne, elle peut se confier sans peur de dire, voilà, là, je vois mon bébé, des fois j'ai envie de le jeter par la fenêtre, je me vois faire, ah madame, en fait, ça annonce que vous traversez. La formation, pour moi, c'est le premier levier. Parce qu'un professionnel de santé formé, c'est un professionnel de santé qui va orienter quand il n'est pas compétent dans le domaine, dans le sens où c'est pas son domaine de compétence. Et c'est un professionnel qui va savoir en parler. Moi, j'ai rencontré sur ma première grossesse entre 15 et 20 intervenants différents. Diabétologues, phlébologues, j'ai vu des kinés, j'ai vu la fameuse ostéopathe, j'ai vu des sages-femmes, j'ai vu le gynécologue. Sur cette quinzaine de professionnels de santé, pas un seul, à part l'ostéopathe, ne s'est dit « cette dame, faudrait peut-être un peu s'inquiéter de sa santé mentale ». Ça me semble essentiel, puisqu'en plus, on dit qu'il y a des facteurs de risque dans la dépression postnatale, si on prend que la dépression postnatale ou hantée, et que ces facteurs de risque, ils sont quand même hyper larges. Donc, en général, on en coche quand même plusieurs. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en fait, tout simplement, on peut parler à tous les couples, toutes les femmes, tous les hommes de santé mentale, sans pour autant se dire que forcément, ils vont vivre quelque chose de difficile. Simplement de leur dire qu'à un moment donné, ça peut être difficile et qu'ils ont le droit d'en parler et qu'ils seront orientés vers qui de droit. Donc la formation, c'est un levier. Et je vais plus loin que ça. Pour ma part, je pense qu'il faut de l'éducation à la santé mentale dès le plus jeune âge. C'est quelque chose que je ne disais pas auparavant. Ça fait 2-3 ans que ça chemine. Nous, on parle pas mal de santé mentale avec mes enfants. Mais parce que aussi, je suis très impliquée, forcément, c'est un biais. Mais je pense que parler de santé mentale dès le collège, ça ne serait pas non plus négligeable. Voilà. Donc, c'est un vrai levier. Et c'est de la prévention primaire. Hein. Moi, je trouve ça pas idiot du tout. Savoir repérer les signes, ça veut dire quoi être dépressif? Est-ce que c'est normal de se sentir comme ça? Comment ça se manifeste? Enfin, je veux dire, c'est de l'humain. Donc, on sait que les adolescents aujourd'hui, ils sont très, très, très touchés, plus que n'importe quelle autre génération avant, par l'anxiété et les problèmes de santé mentale. Donc, ce serait le minimum que de leur donner des outils pour s'aider, comprendre et pas rester seul, quoi. Parce que tu l'as vécu toi-même, la solitude de ce qu'on ressent. C'est un facteur aggravant. Voilà, c'est pas quelque chose qui va nous aider à nous sortir la tête de l'eau, de se sentir isolé dans notre souffrance. Est-ce que quand même tu as la sensation que c'est un petit peu moins tabou qu'avant, la santé mentale? Est-ce qu'il y a des progrès qui sont en train d'être faits? Par exemple, par rapport à quand toi, il y a 15 ans, tu as vécu ça? Alors, il y a des progrès parce que les femmes s'en emparent. Enfin, je pense que les réseaux sociaux peuvent avoir du très bon comme du très mauvais, mais en tout cas, moi, à mon échelle, nous, on voit beaucoup de très bons surtout. Et le fait que chacune s'empare de ces réseaux, on a des femmes parfois qui documentent leur dépression postnatale sur Instagram. Alors je trouve que c'est difficile dans le dur du dur de se dévoiler, de se montrer. Et en même temps, c'est aussi dire que ça existe et que en fait toute personne peut être touchée. Les réseaux sociaux permettent aussi une viralité, je ne sais pas si on dit comme ça, mais en tout cas voilà, d'avoir en une fraction de seconde, de toucher un nombre de personnes démentiel et de vraiment parler, là, pour le coup, à une population extrêmement large, pas seulement à des gens sensibilisés sur le sujet. Donc, je pense que ça bouge parce qu'on s'en empare et parce que les femmes s'en emparent. Ça reste complexe pour les hommes parce que la place du père est encore difficilement, comment je pourrais dire, et pas forcément prise par tous les pères, mais parce qu'en plus, ça a quand même longtemps été un non-sujet. Le père est retourné travailler, la mère restait à domicile. Donc, il y a tout un pan là à explorer, à travailler, à ouvrir pour que les coparents, les pères soient vraiment présents dans cette équation. Mais les femmes parlent et ça me semble tellement chouette. Ça me semble permettre une vraie ouverture. Après, ce qui est complexe, ça bouge, mais on en parlait tout à l'heure, ça bouge, mais il faut aussi que ça bouge au niveau des gouvernements, de nos politiques. Et c'est là où je pense que le bas blesse encore, c'est qu'on avance vraiment tout doucement sur le sujet de la santé mentale en général. La santé mentale périnatale, c'est longtemps resté un non-sujet aussi. Donc, on y vient tout doucement. Mais pour moi, ça reste encore bien trop
bien trop méconnu, bien trop tu. Oui, puis il y a une stigmatisation qui est très particulière autour de la santé mentale des mères comparée à une dépression autre dans la vie de tous les jours. C'est la défaillance de la mère, c'est la remise en question de ses capacités parentales, ce sont des mauvaises mères, forcément, c'est des femmes qui ne devraient pas se plaindre parce qu'elles ont réussi à avoir... Parce qu'il y a encore beaucoup aussi de comparaisons entre les souffrances. On voit parfois sur les réseaux, oui, mais elle a un enfant. On peut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. Les parcours de chacune sont singuliers. Après, on a des vécus qui parfois sont similaires. En tout cas, cette question de la santé mentale, elle doit être mise en lumière et elle ne peut pas être comparée à autre chose, en tout cas, sur la santé mentale périnate. Et tu sens, par contre, que... la stigmatisation autour de la santé périnatale diminue, ou en tout cas qu'il y a moins ce frein à se dire je peux pas en parler parce qu'on va penser que je suis une mauvaise mère, ou on sent encore très fort. Ça reste présent quand même. Parfois, moi, quand je parle de la PMI, je dis vous avez été voir la PMI de votre secteur ? Ah non, ils vont m'enlever mon bébé, on va me le retirer. Ça, c'est encore très très présent. En fait, les femmes ont peur de parler parce qu'elles ont peur qu'on leur retire leur bébé. C'est quelque chose qui est encore très, très, très présent. Le fait de ne pas réussir, et c'est pas le terme, mais en tout cas de ne pas parvenir à s'occuper de cet enfant au tout début, c'est clairement, ça met tout de suite un truc sur la mère en disant elle sait pas faire, c'est une mauvaise mère. Il y a encore ça qui est encore très, très présent. Et est-ce que c'est pas légitime cette crainte ? Est-ce que dans la réalité des chiffres, il peut y avoir des professionnels qui soient vraiment pas bienveillants ? Et c'est pour ça que nous, quand on nous sollicite chez Chouette, on nous a sollicité, on va renvoyer vers des personnes qui sont compétentes, qui vont entendre, qui vont savoir. T'as un réseau qui est fiable et où tu sais que tu quand elles tombent sur des mauvaises personnes, c'est la grosse problématique. C'est quand on minimise ou quand on balaye d'un revers de la main ce qu'elles traversent, derrière elles vont pas retourner aux soins. Ou il va falloir ramer pour qu'elles y retournent. Donc parfois, on leur dit, des professionnels de santé, malheureusement, on peut rencontrer des très bien et d'autres qui sont pas dans la bienveillance. Mais ça veut pas dire qu'ils sont tous dans le même panier et qu'il faut pas hésiter à y retourner. Mais avec un réseau qui est le bon. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose à une maman là qui nous écouterait et qui serait dans le dur ? Dans le dur. Alors, je vais pas dire que tout passe, parce que alors ça c'est vraiment le truc. En tout cas, on finit par en sortir. Moi, j'aime bien je suis très métaphore. Le tunnel, il peut être extrêmement long, très sombre, mais il y a des petites lumières parfois. Il y a des petits flambeaux et qu'on peut s'en saisir. Et ces flambeaux, ça peut être la famille, ça peut être une association comme nous, ça peut être un professionnel de santé, ça peut être un professionnel, un manager, parce que parfois il y a des managers qui sont hyper sensibilisés, et de pas hésiter à en parler, de se dire que quand on a une écoute, quand la personne est là et qu'elle entend ce qu'on vit, c'est déjà une première étape. Et ensuite, aller aux soins, c'en est une autre. Mais déjà en parler, pour moi, en tout cas, je considère que c'est la moitié du chemin. Merci beaucoup, Élise. Merci à toi. J'espère qu'on aura incité des femmes à parler, comme tu viens de le dire. J'espère qu'on aura incité des entourages à ouvrir les yeux, pas à minimiser et faire semblant que ça n'existe pas. J'espère qu'on aura incité des professionnels de santé à te contacter, en tout cas à travailler avec vous, ou à se former un petit peu plus sur le thème. Mais bon, j'imagine que si vous écoutez et que vous êtes professionnel de santé, c'est que vous êtes sensibilisé déjà. Et on va souhaiter surtout que ton asso ait plus de poids auprès des gens qui font les lois. Tout à fait. Ce qui est le cas, puisqu'on te consulte. Mais maintenant, il faut que ça... Maintenant, il faut que ça porte ses fruits et qu'on ait des vraies actions concrètes sur le terrain. Merci, Élise. Merci. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.